bonjour à tous. Accompagné de Luc aujourd'hui, donc un vrai plaisir de revenir autour du Grand Circuit pour ces belles animations aujourd'hui digitales et demain hybrides, hein. Je souhaite qu'on puisse se retrouver. Donc avec Luc ici présent. Luc, je te laisse te présenter. Bonjour à tous et merci de nous accueillir. Merci Xavier de nous accueillir ici pour une première me concernant autour d'une animation sur le grand circuit et je représente une entité un peu particulière au sein du groupe Rexel, une marque qui s'appelle Gigamedia, qui est une marque propre du groupe Rexel et on vous expliquera tout ça un peu plus tard. Je te laisse la main, Raphaël. Eh ben, on y va, parce que j'ai entendu parler de transition numérique, de transition énergétique. Donc, on va rentrer, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Juste quelques mots autour du groupe Rexel. Donc, au niveau du groupe, déjà, je vous ferai un petit focus sur la partie France, parce que aujourd'hui, c'est la France qui est réunie autour de la visio. Rexel Group, on est présent dans 25 pays, on a plus de 1900 agences et c'est 24 000 collaborateurs. Et des points précis, hein, si on parle de Rexel Fondation, aujourd'hui, on soutient plus de 70 projets dans une vingtaine de pays pour lutter contre la précarité énergétique, faciliter l'accès à l'énergie, qu'elle soit le plus efficace et le plus durable, et aussi développer ces énergies renouvelables. Donc, ça, c'est la partie Rexel Fondation qui est toujours intéressant de connaître notre engagement et notre engagement de développement durable, hein, autour de parmi ces trois piliers que j'ai fait, que je souhaitais partager avec vous. On parle surtout du pilier 1 qui nous permet d'aider nos clients à optimiser leur consommation d'énergie. Lorsqu'on parle du pilier 2, le promouvoir des pratiques responsables, on est plutôt s'assurer du respect de l'environnement, mais on parle aussi de la santé et de la sécurité des salariés de Rexel, mais aussi de nos clients. C'est vraiment les points principaux sur lesquels on s'attache sur ce point numéro 2. Et le point numéro 3, je pense que déjà de comprendre que l'on souhaite atteindre moins 50% de réduction de notre empreinte carbone. Donc, on est vraiment dans cette action permanente de pouvoir réduire notre empreinte carbone, donc contribuer à la préservation des ressources naturelles et des écosystèmes. Et le label et la notation EcoVadis aujourd'hui Gold qu'a obtenu Rexel, forcément, nous sommes en train de travailler pour atteindre le niveau Platinum, qui est le niveau le plus élevé. Donc, voilà, on continue à bien travailler dans ce cadre-là. Sur le stade suivant, en deux mots qui est important, on va parler de Rexel France, hein. Rexel France, c'est 5000 collaborateurs, pour ceux qui ne nous connaissent pas, au niveau du nombre de personnes. C'est 440 agences, dont des agences qui viennent accompagner nos clients comme Rexel Express, hein. Rexel Express, c'est une agence ouverte 24 heures sur 24, 7 sur 7, au plus près des grandes métropoles. Par exemple, je vais parler de Rexel Express à Paris, mais elle existe aussi aujourd'hui à Lyon. Globalement, c'est de pouvoir retirer en casier, hein, on connaît le principe d'un casier, on a les produits disponibles. C'est aussi de pouvoir retirer son matériel dans les parkings Indigo, ce qui permet aussi de limiter les trajets entre les agences qui peuvent être souvent en périphérie ou au cœur de ces grandes métropoles où la circulation est plutôt difficile. Ça permet à nos électriciens intégrateurs, à nos clients utilisateurs, de récupérer directement le matériel dans ces agences qui, en plus, apporte une chose nouvelle, c'est la livraison à vélo. Donc ça, c'est le côté très, très vert. Donc aujourd'hui, nous sommes en mesure de livrer des ballons d'eau chaude, par exemple, en vélo électrique ou en scooter électrique. Et on utilise aujourd'hui des camions qui roulent au gaz naturel. Donc voilà un peu toute la démarche entreprise par Excel France. 900 logistiques pour être au plus près des agences et au plus près donc de nos clients. On parle beaucoup de proximité dans notre métier, hein, au plus près de nos clients. Et 4 marchés. Alors, c'est vrai qu'on va faire un focus aujourd'hui peut-être sur quelque chose qui est un peu plus tertiaire, mais il est vrai que les 5000 collaborateurs de Rexel œuvrent autour de nos clients et ces clients qui œuvrent autour du tertiaire, de l'industrie, de l'habitat et de la multi-énergie. Voici les 4 grands marchés. Luc, sur la partie Gigamedia, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse la main. Alors, merci Raphaël. Comme je le disais en introduction, Gigamedia est une marque propre du réseau Rexel, qui est installée à Lesquin, à Lille, dans le nord de la France, où il doit faire à peu près aussi gris qu'en Normandie, malheureusement.
et avec un stock qui est un des stocks les plus importants du marché sur les systèmes de câblage en Europe, de près de 10 000 mètres carrés. On a une équipe d'une centaine de salariés qui sont répartis aussi bien sur le siège français qu'un peu partout en Europe, puisqu'on intervient sur 12 pays en Europe en accompagnement du réseau Rexel et de ses clients, ce qui nous donne une vue finalement assez complète des ambitions marché et des obligations de marché dans les différents pays et des grandes tendances justement dans le bâtiment tertiaire, là où on intervient le plus, puisque Gigamedia, en tant que marque, est un créateur de solutions pour le bâtiment intelligent autour des systèmes de câblage fibre optique, systèmes de câblage cuivre, les baies et coffrets, la connectivité, switch, Wi-Fi, on a parlé tout à l'heure de réseau IP, de vidéosurveillance, de contrôle d'accès, de sonorisation et d'objets connectés et de luminaires ou d'éclairage intelligent, mais on reviendra là-dessus un peu plus loin dans la présentation. Et finalement, on est à même d'amener un écosystème complet aux installateurs et aux clients, de la connectique au passage de câbles jusqu'au point terminal qui est connecté dans le bâtiment et qui amène de l'intelligence. Et on a une première question. Alors Xavier, je ne sais pas si c'est toi qui la pose directement. Oui. Oui, alors c'est moi, là, je suis à côté de vous qui vais Et à toi. présenter cette question, mais c'est vous qui allez la poser, hein. Je fais juste la brique technique, là, moi. Donc là, je vous pose la question. On peut peut-être la lire. Oui. Quel sera le nombre d'objets connectés dans le monde à l'horizon 2050? Est-ce que c'est 50 millions, 2 milliards, 50 milliards ou 150 milliards? Bon, c'est hyper simple. Allez, on vous laisse 5 secondes, hein, 4 secondes, 3 Très simple. secondes, 2 secondes, 1 seconde. Moi, je sais pas, hein, mais vous allez me dire. Je mets fin au vote et je vous partage les résultats. Donc c'est plutôt de très bonnes réponses, hein. Je vois 64% qui ont répondu 150 milliards, bah, c'est exactement ça. On voit bien cette accélération autour de ces objets connectés. Au final, ces objets connectés amènent beaucoup plus de data. Et c'est vrai que c'est un des points particuliers qu'on voulait partager, c'est que cet enrichissement de la data qui va permettre bah, de répondre, de toute façon, on parlait de transition énergétique tout à l'heure, eh ben, cette data va nous permettre de mieux gérer cette énergie, mieux gérer la technicité des bâtiments et rendre surtout des services aux usagers pour mieux vivre le bâtiment et mieux vivre surtout la ville, parce qu'on parle souvent du bâtiment connecté, on va parler de smart building, bah, n'oublions pas surtout la smart city, car tout ça va être lié et plus les bâtiments auront cette intelligence de data, bah, plus la smart city pourra aussi s'alimenter de ces données provenant aussi des bâtiments. On parle d'IoT, on parle de data. Bah, nous, ce qu'on partage avec Luc et avec vous, c'est pour nous la data, c'est le quatrième fluide. Aujourd'hui, on connaît très bien les fluides. On connaît l'eau, on connaît le gaz, on connaît l'électricité. Bah, quelque part, on a ce quatrième fluide aujourd'hui dans le bâtiment que l'on voit apparaître. Et d'autant plus, l'intérêt de ce quatrième, c'est qu'en plus, il fait l'interconnexion des trois autres. C'est lui qui va chercher l'information et qui est capable de dire j'ai besoin de l'énergie ou je l'arrête, ou j'ai besoin de gaz et j'ai besoin de chauffer ou je l'arrête. Donc, cette data est vraiment très importante demain dans le bâtiment pour pouvoir bah, nous permettre d'innover dans l'efficience énergétique, car c'est bien un des points qu'on va partager avec vous aujourd'hui. Il y a une autre question? Oui, mais je crois que tout le monde en a eu la réponse tout à l'heure. Si vous avez été attentif, Ah ben oui, quelle est la signification? ça permet de réviser, Luc. Donc on va voir effectivement si le public avait bien suivi. Je crois que c'est Arnaud qui a dévoilé l'acronyme. Quelle est la Donc, signification de l'acronyme PoE, justement? Puissance ou Ethernet, Power over Ethernet, Power on Ethernet, Power or Ethernet? ah oui, c'est pas si simple que ça. Alors là, j'ai un petit doute. On vous laisse voter. Allez, 5 secondes, 4, 3, 2, 1, 0. Je mets fin au vote et je partage les résultats. Alors, on a presque un 100%. On est très bien même là. Power over Ethernet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on a sur le câble, et je crois que c'était Arnaud qui le disait très très bien, on a un câble historiquement qui fait circuler de la data, le câble Ethernet, le câble où on a des RJ45 par exemple en embout, où on a une data qui circule entre un équipement et un équipement source qui était par exemple un switch. Le cadre du switch PoE, j'ai juste de se rappeler qu'à un moment donné, dans ce même câble, et je crois que le mot a été dit tout à l'heure, on n'a plus besoin du câble de puissance. Alors, l'avantage aussi de ce Power of Attorney, c'est qu'on pourrait dire que
pour un grand nombre d'équipements, on n'aura plus besoin de tirer et le câble de data et le câble de puissance, mais juste le câble de data, donc on économise en cuivre. Et donc, ça veut dire qu'on économise aussi en CO2 quelque part. Donc, tout ça a une efficience globale au niveau du bâtiment. Juste se rappeler que pour que ce câble circule de la puissance et de la donnée, faut-il qu'en amont, il y ait un équipement qui permet de créer cette puissance d'alimentation électrique et de transfert de la data, et au bout, un équipement qui soit nativement connectable directement en PE, soit il ne l'est pas et on passera, on vous montrera tout à l'heure comment faire quand l'équipement, lui, n'est pas nativement connecté. Alors, je rajouterais en plus qu'on est sur une technologie en très basse tension, qui est donc touch safe, c'est-à-dire qu'on peut toucher un câble RJ45 dans lequel circule de la puissance. On ne risque pas de choc électrique particulier, même pas du tout. Et tu parlais aussi d'efficacité énergétique. On est ici sur du courant continu sur toute la chaîne et on estime à peu près le gain du courant continu versus alternatif dans ce cadre-là de l'ordre de 20% d'économie d'énergie, lié essentiellement au fait qu'au lieu d'avoir une conversion de puissance à chaque périphérique, on a une conversion de puissance globale qui est faite à la source et qui limite justement la perte de puissance et donc d'énergie à chaque conversion sur chaque périphérique. Alors, techniquement, comment ça fonctionne de manière très simple parce qu'on a déjà un temps qui avance vite. Historiquement, c'était deux modes de transmission au travers du câble qui étaient d'utiliser soit la paire de data, soit d'utiliser les paires libres et non utilisées pour la transmission de la donnée, et ce qui nous permettait et ce qui permet de véhiculer de la puissance directement sur le câble RJ45. Et puisqu'on parle de puissance, il y a une dernière question. Xavier, je suis désolé, tu viens de disparaître, mais on va remettre ça une troisième fois. Je suis là, je suis là. Donc la troisième question donc que vous avez, voilà, qui est liée à la puissance, hein. Tout à fait. Quelle est la puissance maximale aujourd'hui atteignable en PoE? Est-ce que c'est 15,4 watts, 30 watts, 90 watts ou 200 watts? Voilà, vous avez, allez, on vous laisse 5 secondes pour répondre. 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, et je mets fin au vote et je vous partage les résultats. Alors, Luc, qu'est-ce qu'il en est? Alors, c'est 90 watts. Alors, effectivement, les deux premières réponses ont été vraies jusqu'en 2003 et en 2009, puisque la norme PoE a été instaurée et ratifiée dès 2003 et prévoyait la capacité de pouvoir alimenter un périphérique jusqu'à 15,4 watts. Alors, quand on dit 15,4 watts, c'est à l'équipement source, c'est-à-dire au switch ou à l'injecteur qui est capable d'envoyer de la puissance et par le jeu de la déperdition dans le câble, d'amener jusqu'à 13 watts au périphérique connecté en terminaison. Puis en 2009 a été ratifiée une deuxième norme qui s'appelait le PoE+, de son petit acronyme 802.3 AT, qui a amené la possibilité de monter à 30 watts et jusqu'à 25,5 watts au périphérique distant alimenté. Et depuis quelques années, c'est normalisé ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé de tout un tas de noms, le HiPoE, le UPoE, le PoE++, mais finalement, le tronc commun à tout ça, c'est ce qu'on appelle le 4 paires PoE. Donc, si vous avez compris ce qu'on vous a dit avant, on utilisait historiquement les deux paires non utilisées ou les paires de data d'un système de câblage pour véhiculer de la puissance en même temps que de la data. Le 4 paires PoE revient à se dire qu'on va utiliser les 4 paires du câble pour pouvoir fournir de la puissance à plus de périphériques, potentiellement à des périphériques qui sont plus gourmands. Et on monte aujourd'hui jusqu'à 90 watts à l'équipement source, c'est-à-dire au switch, qui alimente le réseau et qui potentiellement peut délivrer jusqu'à un peu plus de 71 watts au périphérique distant qui est connecté. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que ça nous ouvre un champ des possibles avec cette technologie qui est beaucoup plus large, notamment dans la prise en charge de caméras extérieures thermostatées avec infrarouge motorisé, d'écrans. On a parlé, je crois, en introduction d'affichage numérique. On sait aujourd'hui faire des écrans PoE qui sont directement alimentables par le câble RJ45, ou bien l'éclairage, et on fera d'ailleurs un focus un peu particulier là-dessus, puisque on est à même aujourd'hui avec ce type de puissance d'aller ramener de l'éclairage des luminaires LED connectés directement sur le réseau IP du client en utilisant les bénéfices du câblage RJ45 et du PoE.
Je mets juste un point de vigilance là-dessus. Vous avez vu qu'il y avait 8 classes différentes de PE qui étaient réparties en 4 types. Et donc, l'avènement de la dernière norme en 4 paires PE a ramené 2 types différents, qui est le type 3 et le type 4. Si vous avez un périphérique source qui n'est capable d'envoyer de la puissance en 4 paires PE en classe 8, et que vous avez face à lui un périphérique qui n'est pas compatible 4 paires PE, mais qui fonctionne encore sur 2 paires et qui demande 40 ou 50 watts de puissance, le switch qui va lui envoyer, ou l'équipement source qui va lui envoyer un courant de détection pour pouvoir déterminer si oui ou non on doit alimenter le périphérique en question, se verra recevoir une signature qui est résistive, qui est fausse, et n'enverra pas de courant. Alors, heureusement, et même s'il faut être vigilant sur ce point, tout ça est assez bien cadré, et même très très bien cadré par des organismes internationaux. Le premier étant l'I3E pour tout ce qui cadre les protocoles de communication filaire et sans fil. Et le PoE fait partie de ce cadre, puisque c'est une norme qui est en 802.3 AF, AT ou BT, et qui fait écho finalement à ce que vous connaissez déjà à l'échelle mondiale, européenne ou nord-américaine, avec l'ISO, l'IEC, le CNELEC et le TIA, et qui travaillent ensemble finalement pour concevoir des normalisations et des standards qui sont parfaitement interopérables. Le PoE, ça existe depuis 18 ans, hein, puisque la première normalisation était en 2003. Et ce qui est finalement intéressant avec cette technologie, c'est que le plug RJ45 devient ici un tronc commun qui est identique dans le monde entier. Ce qui n'est pas du tout le cas de la prise électrique, puisque voyez, pour ceux qui ont eu l'occasion de voyager avant le Covid et qui s'y remettent peut-être un peu maintenant, quand vous allez en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Italie ou en Suède, vous avez des prises électriques qui sont différentes. Par ce jeu de normalisation du plug RJ45 et du PoE, vous avez une prise universelle qui est le plug RJ45 et qui est le même partout. Raphaël, je te laisse peut-être revenir là-dessus, hein, sur les enjeux environnementaux justement auxquels le PoE et l'IP et la technologie permet de répondre avec le fameux décret tertiaire dont on parlait en introduction. Ouais, déjà de rappeler que le décret tertiaire, il apporte surtout un élément accélérateur, hein, pour s'équiper et pour l'amélioration énergétique. Ça a été dit tout à l'heure, hein, je pense que voilà, les objectifs sont très clairs. L'objectif, c'est à 2030 de réduire de 40% sa consommation énergétique versus une valeur de référence qui a été déterminée avant. L'objectif, c'est 2050, moins 60%. Donc forcément, ça va nous amener beaucoup plus, pour bien diminuer sa consommation énergétique. Il y aura plusieurs solutions qu'on regarde juste après. Euh, sur la partie des bureaux, on sait globalement que le marché qui est impacté, c'est le marché tertiaire. On parle de 1000 mètres carrés cumulés au niveau d'une personne, hein, ou d'une entreprise. Voilà, on sait que globalement, voici les équipements et les écoles, les bureaux, les shops sont concernés par ce décret tertiaire. Donc l'ensemble des bâtiments, en dehors peut-être de la partie militaire par exemple, qui n'est pas du tout concernée. Mais voilà, donc ça nous donne déjà un grand parc immobilier à rénover pour atteindre aussi, parce que j'entendais tout à l'heure, on parlait d'IRVE, plus il y aura de véhicules à mettre en charge, plus il y aura besoin soit de produire son énergie, soit de réduire sa consommation énergétique d'aujourd'hui pour pouvoir alimenter par exemple les véhicules électriques de demain dans les bâtiments. Après, il est vrai que le bâtiment, c'est quand même un des éléments très consommateurs déjà en CO2. C'est déjà un des pourvoyeurs, hein, près de 18% dans le bâtiment au sens large, hein. On sait que la consommation électrique de ces bâtiments, c'est aujourd'hui 44%. Donc, toutes ces données nous appellent à comprendre aujourd'hui que plus nous allons gérer cette donnée, plus il va être facile de créer cette infrastructure qui va permettre de faire circuler cette donnée, plus on aura la capacité à atteindre ce low energy building, dans ce bâtiment basse consommation, qui nous est de toute façon demandé d'atteindre, et entre autres 2050, il ne faut pas oublier 60% de moins. Différentes façons d'y arriver, c'est ce qu'on veut partager avec vous. Il y a la possibilité, soit dans ce cas-là, d'isoler son bâtiment, l'isolation par l'extérieur, comme on peut le voir dans le résidentiel collectif, c'est un moyen de pouvoir mieux vivre ce bâtiment, on l'isole, soit de moderniser les équipements, par exemple un variateur de vitesse de vieille génération, l'équiper, soit on met un module, un démarreur ou autre entre, soit on change l'appareil directement par un système plus performant, un peu comme une machine à laver, hein, qu'on pourrait avoir en type B il y a 20 ans, et qu'aujourd'hui il y a des classes,
Ah, on a perdu Raphaël. Ouais, je crois qu'on a. Je me demandais si Question c'était moi. technique. Ah, Raphaël est Ah revenu. non. Voilà, Raphaël est revenu. C'est bon. On t'a perdu 5 secondes, hein, Raphaël. Ah bah pardon, donc j'étais sur la modernisation, ça, sur des bâtiments. On parle de l'automatisme, du relopping et de la CVC qui permettent d'améliorer la partie énergétique. Donc ça, ce sont l'ensemble des éléments. Et si, Luc, tu précises, globalement, si on parle de PE, on parle d'infrastructure IP, qu'elle soit filaire ou non filaire. Et dans ce cas-là, on parle de convergence. Et c'est le point qu'on voulait partager aujourd'hui avec vous. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, sur la plupart de ces leviers qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs de pour aller chercher un standard low energy building, faible consommation, euh, l'IP, l'infrastructure IP et le PE vont pouvoir œuvrer autour des automatismes dans le bâtiment, de l'éclairage, de la connectivité avec les systèmes de chauffage, de clim ou de ventilation, la sensibilisation des utilisateurs. On en a parlé tout à l'heure, le fait que l'utilisateur lui-même puisse avoir des capacités à agir sur son environnement et être sensibilisé aux bonnes pratiques, alors soit en termes de consommation, mais aussi en termes de cyber, on en parlait tout à l'heure, mise en place d'outils de suivi énergétique, d'intelligence artificielle qui doivent justement nous accompagner au quotidien. Alors, pour faire tout ça, il va falloir casser les silos, c'est-à-dire que aujourd'hui tous ces différents services au sein d'un bâtiment sont en général construits sur des réseaux distincts qui utilisent des protocoles différents, des langues de communication qui ne sont pas les mêmes, qui nécessitent des intégrations souvent assez complexes et qui posent des problèmes d'évolutivité dès lors qu'on veut faire modifier le comportement d'un système par rapport à une donnée qui remonte d'un autre. Et ce qui rend la maintenance extrêmement complexe, à la fois pour les propriétaires du bâtiment, mais aussi pour les installateurs ou les utilisateurs finaux qui doivent faire appel à de multiples compétences de multiples sources différentes pour faire communiquer les systèmes entre eux. Et l'avantage de l'infrastructure IP, et il me semble que c'était Arnaud qui en parlait en introduction, c'est que on va pouvoir faire converger tous les systèmes les uns sur les autres, les uns avec les autres, de sorte de fluidifier le transfert des données au sein de ces réseaux, de rendre les communications entre ces différents services du bâtiment beaucoup plus transparentes, dans un langage commun qui est l'IP, et pour autant que c'est possible en utilisant l'alimentation PoE, pour simplifier d'une manière générale l'installation, la supervision du réseau et être beaucoup plus évolutive. C'est ce qu'on appelle la convergence IP, c'est faire converger sur l'IP des périphériques qui sont nativement IP-PoE ou qui ne le sont pas, pour pouvoir communiquer les uns avec les autres, s'échanger des données. On l'a vu en introduction, 150 milliards d'objets connectés à l'horizon 2050. Ces objets connectés seront aussi dans le bâtiment. Ces objets connectés vont nous générer de la donnée et cette donnée, on va pouvoir l'exploiter dans le cadre des projets de smart building pour pouvoir les rendre beaucoup plus efficients et respecter les engagements du décret tertiaire à l'horizon 2030, 2040, 2050. Je reprends ce petit schéma qu'on vous a montré tout à l'heure en réponse à une question qui était de dire qu'on utilisait un switch PoE pour venir alimenter des périphériques qui étaient natifs PoE, donc qui étaient capables d'accepter directement une alimentation par le réseau, mais il existe aussi dans le bâtiment un certain nombre de périphériques qui ne sont non natifs PoE et non IP. Donc pour pouvoir les adresser, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, on va utiliser un nœud de connexion, un module qui PoE, et qui va nous permettre de raccrocher sur cette même infrastructure IP des périphériques comme des luminaires, des boutons de contrôle, des relais de puissance, de la motorisation de store occultant. Je crois qu'on avait un exemple en introduction de store occultant dans des résidences de personnes âgées. Créer des automatismes autour de ça, des capteurs qui vont nous lire une donnée intéressante qui est par exemple la température dans la pièce qu'on va pouvoir échanger avec le système de chauffage qu'on aura ou de climatisation qu'on aura aussi connecté sur cette même infrastructure IP et tous ces objets qu'on va venir raccrocher sur cette infrastructure identique, que ces objets soient ou non natifs IP ou non natifs PoE, vont nous permettre d'optimiser le fonctionnement du bâtiment. Alors, ça crée un certain nombre de questions sur le bon dessin des infrastructures
IP et je crois, et je suis désolé, j'ai pris beaucoup de notes pendant la conférence de départ et je crois que c'est Arnaud qui le disait dès le début, c'est qu'il faut dès le début concevoir l'infrastructure comme il le faut. Et quand on dit le concevoir comme il le faut, c'est peut-être penser à utiliser dans un premier temps des composants qui sont certifiés 4 PRPE 90 watts, donc qui ont cette capacité à véhiculer de manière sécurisée, fiable et efficace le courant, enfin la puissance et la donnée en simultané, que ça soit au niveau des systèmes de câblage que des plugs RJ45 en eux-mêmes. D'utiliser ce qui aujourd'hui sont des espaces généralement peu utilisés au sein des bâtiments, qui sont les plafonds, et de rendre ces plafonds digitaux. Et pourquoi on se propose de rendre ces plafonds digitaux? Simplement parce que ça va nous permettre un certain nombre de choses, notamment de faciliter l'accès à toute l'infrastructure IP et PoE du bâtiment pour ajouter de manière beaucoup plus rapide et flexible des composants et des services par ces coffrets de plafond qu'on a appelés des ceiling box et rationaliser tous les systèmes de câblage. Ce sont aussi des produits qui sont modulaires, c'est-à-dire que si demain vous avez l'obligation ou la nécessité de remonter une cloison dans un bâtiment, vous allez pouvoir simplement bouger ce coffret qui est au plafond grâce à des systèmes de lovage de câbles qui nous donnent un peu de mou et les déplacer de 2, 3, 4, 5 dalles de faux plafond et venir recloisonner. Ça nous permet directement et au plus proche des services qu'on souhaite intégrer d'aller se raccrocher à tous les systèmes qui sont natifs PoE comme la vidéosurveillance, le Wi-Fi, la sono, le contrôle d'accès, les écrans connectés, enfin tout ce qui nativement intègre déjà la technologie IP et qui potentiellement est déjà PoE. Mais ça nous permet, de la même façon, en utilisant toujours le même processus, des solutions de câblage et de connectivité qui sont certifiées pour acheminer cette puissance de 90 watts. On repart toujours sur nos coffrets de plafond et on va venir alimenter par des patch cords qui sont certifiés eux aussi à capacité de supporter les 90 watts. On va venir alimenter ces fameux périphériques, ces fameux nœuds IP PoE qui vont nous donner la possibilité, par un câblage assez classique et simple, de venir raccrocher les luminaires, mais pas uniquement, puisqu'on va pouvoir raccrocher physiquement des luminaires, des boutons poussoirs, des variateurs, des capteurs, des relais de puissance, des systèmes de contrôle, des stores motorisés. Mais en plus de ça, et c'est un sujet qui a été évoqué aussi en introduction de cette conférence, il y a aussi une intégration logicielle par des API sécurisées, puisqu'on parlait de cyber aussi tout à l'heure, par des API sécurisées qui vont nous permettre de créer des échanges et des interfaçages avec tous les systèmes qui sont connectés au sein du bâtiment de manière la plus fluide possible et la plus sécurisée possible. Donc finalement, si on regarde les infrastructures IP et PoE au sein d'un bâtiment, ce ne sont ni plus ni moins que un système de distribution des tâches par des switches PoE qui vont aller alimenter des points de concentration de services qui sont dans les plafonds, qui eux-mêmes sont modulaires et au plus proche des équipements qui sont à aller connecter sur cette rocade IP, qu'ils soient ou non natifs IP, qu'ils soient ou non natif PoE. Et pour finir avec ça, parce que c'est quelque chose qu'on avait peu le temps d'évoquer, mais qui a été bien dit aussi pendant la conférence d'introduction par les différents interlocuteurs qui étaient avec nous, il y a évidemment une notion fondamentale de cybersécurité. Le choix des produits, la capacité ou les méthodes de communication qu'on va mettre en place entre ces différents produits sont fondamentales pour assurer la pérennité du bâtiment et deux, sa sécurité globale, puisque à partir du moment où tout est connecté sur une infrastructure IP, il faut évidemment changer des mots de passe, il faut évidemment être très vigilant sur les intégrations et puis surtout s'entourer de partenaires qui sont à même de vous conseiller et s'entourer et installer des produits qui, par design, intègrent ces notions de cybersécurité et vont protéger les installateurs, mais aussi protéger les utilisateurs du bâtiment contre des dérives tierces. On en a fini, Xavier. Je pense qu'on est globalement à peu près dans les temps. Dis-moi si je me trompe.
Non, c'est bon, c'est très bon bien. Et puis on s'était dit qu'on n'est pas à 2 minutes près. Même si par respect pour le public, il faut respecter tant que faire se peut le planning. Je crois que vous avez d'ailleurs là, il y a une diapo donc avec vous deux et vos coordonnées. On vous a mis en lien disponible parce qu'on ne pouvait pas évoquer tous les sujets ici, mais alors, le catalogue Gigamedia en PDF et en version interactive, un livre blanc justement sur la technologie PoE pour revenir de manière un peu plus approfondie sur les ambitions, les contraintes et les objectifs d'intégration du PoE dans le bâtiment, avec une petite vidéo assez bien faite par Gigamedia sur justement toute la connectivité au sein du bâtiment en IP et des liens évidemment vers nos sites respectifs, Rexel et Gigamedia, pour pouvoir aller approfondir un peu plus le sujet. Et si vous avez des questions, alors vous avez évidemment vu nos coordonnées à Raphaël et à moi-même précédemment, mais vous pouvez les poser directement sur cette adresse générique. N'hésitez pas. Moi, j'avais une petite question sur le système PoE. C'est finalement, euh, il y a deux choses. C'est, si j'ai bien compris, il y a aussi un nouveau service derrière pour l'électricien, parce que derrière, il faut maintenir, hein, c'est ce que disait Arnaud tout à l'heure, c'est qu'il y a toute une maintenance de ces systèmes qu'il faut opérer. Et puis derrière, les maîtres d'ouvrage, est-ce qu'on a des idées de coûts? Alors, je sais que vous n'aimez pas ces questions-là, mais est-ce que on peut leur dire, voilà, vous allez faire des économies de tel ordre de grandeur en installant ces nouveaux systèmes? Alors, Alors, lui on qui sait est-ce le qui veut faire. répondre? Ouais. Ouais, oui. Alors, on sait le faire. Alors, notamment si je prends le prisme de l'éclairage hein, dont on a un peu parlé dans cette présentation. On sait que la bascule déjà vers la LED est en soi une économie, mais on sait également, et on l'a prouvé, et je l'ai un peu dit au départ de l'intervention, que utiliser déjà un système en courant continu sur l'ensemble de la chaîne, c'était 20% d'économie d'énergie immédiate. Donc vous pouvez le calculer assez facilement sur la facture. Et puis on a un peu de recul sur des installations qui sont déjà full IP PoE, notamment dans le monde de l'éclairage et des objets connectés, qui montrent un ROI qui est inférieur à 12 mois dans la plupart des cas, que ce soit des petites installations ou des grandes installations. Oui, donc il y a un retour sur investissement. Là, pour le maître d'ouvrage, parce que c'est pour donner quelques arguments à nos amis électriciens qui nous suivent, il y a un retour sur investissement pour le maître d'ouvrage qui est très rapide sur ces équipements. Est-ce qu'on voit Très émerger du souvent coup rapide. des nouveaux métiers, c'est le métier d'intégrateur électricien qu'on décrivait, des nouveaux métiers de maintenance aussi autour de ces systèmes, parce que finalement, il faut programmer, il faut accompagner le client. C'est une obligation. C'est une obligation parce que alors ces systèmes vont aussi aider les installateurs et les intégrateurs à avoir des informations, on va dire, prédictives sur le comportement du bâtiment et à quel moment il faut intervenir et à quel moment il faut être efficient dans l'intervention pour le client. Mais oui, c'est nécessaire alors soit d'évoluer, soit de s'entourer de personnes qui sont à même d'amener ces services de maintenance ou ces services joints autour de la maintenance pour faire optimiser le fonctionnement du bâtiment, mais aussi, et on en a parlé très rapidement, les intelligences artificielles qui vont beaucoup aider je dirais en direct, avec la collecte des informations, à faire évoluer, pas de manière autonome, mais quasi de manière autonome à terme, le comportement du bâtiment pour en optimiser le fonctionnement et en optimiser l'amélioration énergétique. Oui. Donc c'est à la fois des mainteneurs physiques, mais à la fois aussi des systèmes informatiques qui vont s'auto-alimenter et permettre d'automatiser un maximum de tâches. Ouais. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une nouvelle réglementation là sur les PoE, effectivement sur le 90 watts. Mais est-ce que pour les électriciens, en tout cas les installateurs, il y a une obligation de certification, de qualification pour installer ces systèmes? Non, non, mais il y a une obligation de compréhension Ouais. des bonnes pratiques. D'ailleurs, on a travaillé conjointement avec la FFIE sur le sujet, sur toutes les contraintes de manière beaucoup plus technique, sur les contraintes et les bonnes pratiques autour des installations PoE, pour le faire dans les bonnes règles de l'art. Et je dirais que le livre blanc qu'on partage et qui sera envoyé en lien avec cette présentation détaille assez bien finalement ce qu'il est nécessaire de bien comprendre sans pour autant avoir d'obligation de formation. Mm. Par contre, vous allez avoir une obligation de résultat. Hein.
Voilà, c'est ce qu'on disait, hein, c'est l'électricien, on en parlait tout à l'heure, il a une responsabilité Oui. sur ce qu'il installe, effectivement, et notamment aussi sur les données. Si on parlait des RGPD et protection des données, il peut être mis en cause sur certains systèmes. Voilà, merci beaucoup Luc et Raphaël pour cette présentation.